Alors dans ce chapitre, nous allons voir le TSL, donc c'est le panneau qui est situé juste en dessous de courbe des tonalités. Hop, voilà, TSL. Alors TSL, c'est teinte saturation luminance, c'est écrit juste en dessous. Le panneau s'appelle TSL couleur NB, pour être tout à fait précis. Alors on va d'abord expliquer TSL et ensuite on verra couleur qui est sensiblement la même chose, c'est juste une façon différente de présenter l'outil, et NB qui est évidemment l'outil noir et blanc. Ça peut vous interpeller de pourquoi noir et blanc avec la couleur, mais vous allez voir que c'est en fait extrêmement logique. Donc en réalité ici le panneau TSL se déplie par défaut sur teinte. On remarque que la couleur qui est tout à gauche de la glissière rouge est en fait la même couleur que celle qui est tout à droite de la glissière magenta. Et donc si vous regardez toutes ces glissières s'enchaîner les unes par rapport aux autres, on peut deviner qu'il s'agit en fait d'une roue chromatique et que donc la roue chromatique est divisée en 8 glissières pour pouvoir agir sur toutes les portions de la roue chromatique. Contrairement à l'outil que l'on trouve dans Photoshop qui s'appelle Tint Saturation, on ne peut pas prendre par exemple les jaunes et dire aux jaunes de devenir n'importe quoi d'autre sur la roue chromatique. Par exemple ici, si je prends les oranges, je peux dire aux oranges de devenir plus vers la gauche rouge ou plus vers la droite jaune, mais je ne peux pas aller plus loin en fait. Donc en gros, on prend les jaunes, on les fait bouger d'une certaine partie, mais on ne peut pas leur dire de devenir quelque chose de complètement différent. L'outil de Photoshop, lui, est plus puissant parce que il prend un masque sur la roue chromatique, par exemple donc les oranges, et va dire ces oranges peuvent varier de 360 degrés. Et donc aller plus loin que ce que peut faire Lightroom, et donc aller par exemple vers du bleu. On pourrait dire à orange de devenir bleu, ce qu'on ne peut pas faire dans Lightroom. Lightroom peut juste dire les oranges deviennent juste ce qui est à gauche ou juste ce qui est à droite. Bon alors, c'est quand même assez rare. En photo, j'entends que l'on doit changer radicalement la couleur d'un objet. Dans Photoshop, c'est évidemment très pratique. Vous avez euh, un objet, on va prendre pour une canette d'une boisson célèbre qui est rouge, et vous voulez la rendre bleue pour faire un photomontage, je ne sais pas pour quelle raison, mais peu importe. Vous pouvez le faire en un clic. Après avoir masqué l'objet, vous dites au rouge de devenir bleu, et ça le fait tout seul. Là, dans Lightroom, on est dans une approche vraiment photographique. Il est assez rare de dire, par exemple, les oranges qui concernent les teintes de la peau ou le ciel, ici un coucher de soleil, de devenir bleu. Donc c'est pour ça qu'il y a une sorte de périmètre d'action, on ne peut pas tout changer. Donc c'est une roue chromatique et on peut prendre chaque portion de la roue chromatique et l'amener ailleurs. On a la saturation, ça veut dire que sur chacune de ces portions de roue chromatique, on peut plus ou moins saturer. Je peux dire ici ces oranges sont trop saturées, j'aimerais désaturer les oranges de l'image. Et ce sont que les oranges qui vont se désaturer. On va prendre, par exemple, on va revenir dans la grille. Ici je suis revenu sur une importation, j'ai pris les autres images du panoramique, puisqu'on va faire ensuite dans un exercice pratique un développement qui va devoir tenir compte de toutes les portions du panorama. Mais avant, je vais revenir sur ce que j'avais dans ma première importation, et on va prendre par exemple ici cette image qui est intéressante parce qu'il y a du vert et du bleu en dominance. On pourrait dire par exemple, ben, les verts, j'ai envie de les désaturer, ou au contraire de rendre l'image très très printanière, et au contraire de saturer les verts. Et même d'ailleurs au passage, regardez, on peut saturer les bleus. Et si on va dans luminance, c'est la luminance de chaque portion de la roue chromatique. On peut dire au bleu d'être plus foncé. Et vous voyez que là, en quelques clics, on arrive à faire des retouches sur des portions de la roue chromatique qui transforment vraiment la photo et la rendent plus intéressante. Si je fais le avant-après ici, vous voyez, c'est assez flagrant quand même. L'image était assez difficile à exposer puisque avec la lumière en face, c'est le type d'image qui nécessiterait normalement un bracketing en fait. Il faudrait plutôt faire une exposition sur 3 vues et puis ensuite concaténer tout ça dans un HDR, ou trouver le moyen de faire une fusion avec un masque, c'est-à-dire d'exposer correctement le ciel, puis correctement exposer la première partie, le premier plan, puisque évidemment il y a moins de lumière qui est émise par le premier plan que par le ciel. Donc ça permet de corriger une photo assez simplement selon 3 critères, teinte, saturation, luminance. Et en réalité, quand vous avez ici couleur, c'est juste qu'on peut sélectionner sur chaque couleur, donc les 8 qui sont présentes, les 8 découpages de la roue chromatique, et on a ensuite un découpage TSL, plutôt que d'avoir un découpage TSL et ensuite avoir les 8 couleurs. Donc ça dépend comment vous voulez travailler. Vous pouvez vous dire, moi je préfère travailler en couleur. Je vais dire, bah tiens, je veux les bleus, et ces bleus, je vais plus ou moins les saturer. C'est exactement le même réglage, hein. Vous n'aurez pas un truc différent, vous n'aurez pas des trucs en plus, vous aurez juste une autre façon de présenter le réglage. Alors ensuite, on a noir et blanc. Et noir et blanc, c'est un cas particulier puisque ça permet de faire du noir et blanc, mais c'est toujours selon
un découpage de la roue chromatique. Et on va dire sur ces 8 variables, ces 8 couleurs, qu'elles vont être en noir et blanc, une fois, enfin plutôt en niveau de gris si on est plus exact au niveau du terme, puisque noir et blanc, en infographie, ça veut dire noir et blanc, genre comme un fax, c'est-à-dire un bit, c'est-à-dire une valeur qui peut être vraie ou faux. En vrai, quand on fait du noir et blanc, le terme photographique, donc une image qui n'a pas de couleur, disons, c'est en réalité un niveau de gris, puisque évidemment il n'y a pas que du noir et du blanc, il y a plusieurs gradations entre les deux. Et puisqu'on travaille sur un affichage en 8 bits, on a 256 de ces gradations. Certains moniteurs peuvent faire plus que ça, mais la plupart des couleurs, notamment sur le net, sont exprimées en 8 bits par couche, puisque tout le monde n'a pas des moniteurs calibrés 10 bits avec une profondeur de couleur plus élevée. Ce serait quand même quelque chose qui serait bien, mais ça coûte cher à fabriquer et tout le monde n'a pas ça. Sur les téléphones, c'est la même chose, les écrans sont de mieux en mieux, mais globalement, on n'a toujours que 256 valeurs pour exprimer la lumière. C'est très compliqué, il y a peut-être des gens pointilleux qui me diront c'est pas vrai, etc. Oui, non, c'est pas vrai, il y a certains moniteurs qui font du 10 bits, même du 12 bits. Les capteurs d'appareils photo eux-mêmes, heureusement, captent plus que 8 bits de luminance, mais en général, on ramène tout l'entonnoir à 8 bits, 256 valeurs pour aller du noir vers le blanc, parce que c'est l'écrasante extrême majorité des gens qui voient vos images à travers ce type de périphérique et ce type de technologie. Donc en gros ici pour le noir et le blanc, on va pouvoir dire ben, j'ai envie que les bleus soient foncés ou soient clairs. Donc en l'occurrence ici si on veut rendre le truc un peu dramatique on va le faire comme ça. Vous allez voir qu'il y a des défauts, vous les voyez peut-être déjà, je vous laisse deviner. On a le vert, on va pouvoir dire plus ou moins foncé. Vous voyez que j'ai les crottages là qui commencent à arriver, puisque j'ai activé les crottages, je vais juste enlever pour le moment. Et on a ici une image bien plus intéressante à regarder. Problème, ces arbres qui sont ici ne sont pas considérés comme verts. Donc si je fonce le vert vraiment très fortement, je me retrouve quand même avec une énorme différence avec les arbres qui sont juste à côté, qui n'ont pas été pris par l'outil dans la glissière verte. Je pense que voilà, ils vont venir avec le jaune. Et même dans le jaune, vous voyez qu'il y en a certains qui ne sont pas pris dans ce qui est considéré comme du jaune. Donc il y a quand même un moment où le masque, quand Lightroom définit, voilà, ça c'est jaune, ça c'est vert, il y a un moment où ce masque s'arrête et un moment où ce masque démarre. Et il n'y a pas vraiment de port progressif entre les deux, donc du coup ça donne quelque chose de très très net et évidemment de pas joli, c'est-à-dire que là c'est pas bon, on peut pas faire ça. Dans Photoshop, avec l'outil Tint Saturation, on pourrait faire un contour progressif sur ce masque, c'est ce qu'il y a dans l'outil, dans le calque de réglage Tint Saturation, pour que les valeurs qui soient un peu plus loin que ce qui est défini comme étant jaune ou pas jaune, puissent être prises un peu dans le réglage. Et ça évite d'avoir cet effet d'écrottage où en gros un pixel, deux pixels qui se ressemblent, il y en a un qui est considéré comme jaune et l'autre non, alors qu'en fait ils se ressemblent. Du coup ça donne lieu à des coupures très nettes et c'est pas très très joli. Donc c'est une des limites de l'outil que l'on a dans Lightroom malheureusement. Et ensuite quand on va vraiment changer la couleur, par exemple ici le bleu, on a du bleu qui côtoie du coup presque jaune, et ça fait cette espèce de frange ici puisque encore une fois, des pixels qui sont devenus très foncés côtoient des pixels qui, eux, sont restés clairs. Alors, pour Lightroom, on lui a dit de faire une différence entre le bleu et le jaune, mais vous, photographiquement parlant, d'un point de vue humain, les pixels qui sont là sont situés juste à côté de ceux du ciel, donc il devrait y avoir quand même une fusion entre les deux, en tout cas, on ne devrait pas voir une coupure aussi nette. Donc ça me permet de vous dire que quand vous changez radicalement la luminance d'une des couleurs pour créer un noir et blanc, vous avez une certaine marge de manœuvre, mais c'est pas infini non plus, puisqu'il y a un moment où ça va poser des problèmes. Là, on vient de le voir, que ce soit pour ce qui est défini comme dans une couleur, en gros, est-ce que tel pixel est considéré comme la couleur ou pas, et ensuite deux couleurs qui se côtoient, c'est-à-dire là, le bleu et le prétendu jaune ou vert. Si on fait des réglages extrêmes, on finit par voir une frange. Donc l'outil noir et blanc a ses limites. Euh, je vais être un peu dur, mais je fais jamais de noir et blanc avec Lightroom pour cette raison. Même si Lightroom a un avantage par rapport à Photoshop, c'est que il a des glissières en plus ici au niveau du noir et blanc. On n'a pas, par exemple, le bleu-vert dans Photoshop, ça n'existe pas. Donc on construit son noir et blanc avec le calque de réglage dans Photoshop avec moins de variables qu'ici. Par contre, si on devait utiliser euh, euh, le teint de saturation pour la couleur, on pourrait en plus dans Photoshop utiliser donc des contours progressifs pour éviter d'avoir des phénomènes de frange. Et on pourrait aussi dire à une couleur de devenir une autre, vraiment une autre couleur, et de faire une rotation complète sur la roue chromatique par couleur. Donc chacun a ses avantages et ses inconvénients. Si vous devez vraiment radicalement transformer un noir et blanc, j'irai plutôt dans Photoshop faire un détourage et pouvoir utiliser donc des outils qui permettent d'avoir un contour progressif sur leur sélection de couleurs.
Ça demande de faire un détourage, donc c'est un peu moins automatique que de le faire dans Lightroom. Mais ensuite, vous pourrez vraiment contrôler comment les choses se passent au niveau local pour éviter d'avoir ces phénomènes de franges. Donc, en général, dans Lightroom, c'est bien pour avoir une idée de sculpter son noir et blanc en utilisant les glissières. Mais quand il faut le faire vraiment complètement, le sculpter en détail, c'est mieux de faire, c'est quasiment du trucage du coup, ce n'est plus vraiment du développement, mais au moins vous aurez un meilleur résultat dans Photoshop. Pour le teint de saturation luminance, on a un mode cible ici, qui agit comme le mode cible que l'on a vu plus tôt. Donc je vais pouvoir survoler, là ici en luminance, et il va choisir pour moi quels sont les canaux qui sont concernés. L'avantage du mode cible, vous voyez ici, c'est qu'il peut bouger 2 glissières à la fois, c'est-à-dire qu'il est capable de trouver quelles sont les glissières concernées, alors que quand on utilise une glissière à la main, on ne bouge qu'une seule glissière. Donc en évaluant en fait la couleur d'un pixel, il sait quels sont les canaux qui sont concernés et il ajuste en conséquence. Donc là par exemple, je peux prendre teinte, et si j'ai envie de changer légèrement la teinte pour que ce soit un petit peu plus automnal, je vais survoler ici, vous voyez qu'il a réussi à prendre tout ce qui était concerné, du coup pas seulement cette rangée d'arbres qui était verte. Donc pour le coup c'est un peu plus intelligent. Néanmoins on aura toujours la même limite au niveau de l'outil qui est que quand on va aller trop loin, en luminance en particulier, on finit par voir une frange, notamment quand ce sont deux couleurs qui se côtoient, ici du jaune et du bleu. Alors vous voyez que la photo est nettement plus intéressante, mais il y a ses limites, en particulier au niveau du bleu. Ici si je voulais vraiment rendre ce ciel parfaitement bleu, je ne pourrais pas trop utiliser luminance comme ça, parce que sinon on finit par faire apparaître la frange. Mais ce que je vais faire à la place, et on aura de toute façon des exercices pratiques ensuite, c'est plutôt utiliser un pinceau, une retouche locale, ou mieux un filtre gradué, ça va être plus simple de le faire comme ça. Et par exemple, on va, avec ce filtre gradué, aller du haut vers le bas, et ce que l'on va faire, c'est du coup utiliser potentiellement, alors ombre ou haute lumière, je ne sais pas trop ici, ce sera plutôt haute lumière, puisque c'est quand même très clair. On va dire haute lumière de se baisser, on va dire à la saturation d'augmenter, voilà. Et exposition et contraste, voilà, on va les baisser aussi. Et on retrouve un ciel bleu, mais sans avoir touché à la luminance de tous les bleus de l'image. Ce qui veut dire que maintenant, mon ciel, il est contrasté, il est bien bleu, mais quand je vais ici au niveau des arbres, je n'ai plus la frange qui était présente auparavant. Donc voilà, il faut quand même se méfier, surtout quand vous travaillez avec des niveaux de zoom qui sont assez éloignés comme ça, puisque vous voyez pas forcément les petits trucs. C'est-à-dire que là où j'étais moi tout à l'heure, j'aurais pu ne pas voir cette petite frange et me dire ok c'est bon, je la publie comme ça. Et en fait quand on zoome, on se rend compte qu'on a quand même une frange qui est un peu vilaine. Donc il faut faire attention quand on travaille de très loin, en particulier avec cet outil TSL qui est très puissant. Mais c'est pas fait pour faire des pirouettes quoi en gros, c'est-à-dire que vous transformerez pas le bleu en rouge, vous transformerez pas un ciel complètement blafard en ciel super présent. Faut le faire avec d'autres moyens, on vient de le voir, avec un outil de retouche locale par exemple. Et pareil pour le noir et blanc, vous ne pourrez pas changer complètement les choses. Si le ciel était blafard sur la photo d'origine, l'outil noir et blanc va se baser sur les informations de lumière d'origine. Donc en gros, le bleu sera très clair. Si vous voulez le rendre très foncé pour le rendre très dramatique, etc., vous avez vu là aussi, vous finirez avec une frange sur les couleurs qui sont adjacentes. Donc il faut vraiment se méfier. C'est puissant dans le sens où ça peut changer radicalement une photo, mais c'est pas assez puissant pour vous éviter des problèmes. Donc quand on veut vraiment obtenir des résultats très précis, il vaut mieux passer dans une phase de trucage et donc quitter Lightroom, amener l'image dans Photoshop, puisque Lightroom a ses limites, c'est un outil de développement. On peut truquer dans le sens où on peut enlever certains trucs avec le correcteur, on peut quand même assez radicalement, j'ai envie de dire, changer une photo, mais ça ne vaudra pas Photoshop. Donc je peux pas vous dire, je vais pas vous mentir, c'est du développement, c'est de la retouche globale, de la retouche locale, mais ce n'est pas du trucage de haut niveau. Quand on veut aller trop loin dans la retouche par rapport à sa photo d'origine, on aura forcément des contraintes et des contraintes qui se voient, et donc je pense que c'est le moment où il faut se dire qu'il faut changer de logiciel. En tout cas, voilà pour les outils de retouche de couleurs. Donc maintenant, là, après ces différentes vidéos, ces différents chapitres, vous avez maintenant une vision globale de comment analyser une image, comment retoucher les lumières, comment retoucher les couleurs. On va passer maintenant dans des exercices pratiques et on va au passage du coup voir les retouches locales qu'on vient à peine d'esquisser en utilisant le filtre gradué. Mais comme ça vous permettra de vraiment mettre en pratique, à l'épreuve, ce que vous avez vu dans la vidéo précédente avec des photos qui sont très différentes. Vous l'avez vu,
Je vous ai amené des trucs qui ont vraiment rien à voir ensemble. Donc comme ça, on aura un bon panorama de ce qu'on peut faire avec les notions qui ont été vues précédemment.